Sylvain Gilla et moi-même, Catherine Kounelis, nous sommes contents de vous accueillir ce soir pour une soirée dédiée à Jacques Laplume. Ça a un an qu'il y a encore quelques mois, ça ne nous disait pas grand-chose. Et je ne pense pas que vous êtes nombreux dans la salle à le connaître, sauf peut-être un, parce que je viens d'apprendre qu'il y a une personne dans la salle qui connaissait Jacques Laplume. Donc vous nous parlerez par la suite. Nous le connaissons grâce à nos deux conférenciers, deux personnes qui ont fait beaucoup de recherches. Ils vont nous raconter cette histoire. Monsieur Olivier Rioul, qui est professeur à Télécom Paris. Vous êtes aussi à l'école chargé de cours à l'école polytechnique aussi, je crois, j'ai vu. D'accord. Et monsieur Patrick Flandrin, membre de l'Académie des sciences et chargé de recherche au CNRS et à l'ENS Lyon, directeur de recherche. Parmi nous, il y a aussi Louis Lebert. Louis Lebert qui est élève de 4e année et qui a des choses à nous présenter à la suite, à la fin de cette soirée. Comment? Ah oui, on ne vous dit pas plus. Et enfin, nous sommes contents d'avoir dans la salle la fille de Jacques Laplume, qui est Madame Marie-Hélène Majorlet. Et vous êtes venue avec d'autres membres de votre famille, je crois. Je sais pas. Ils vont arriver. Ils vont arriver. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et j'ai juste un petit dernier point, vous dire que cette conférence est enregistrée. Elle sera mise sur YouTube. Donc, si vous faites des interventions, il faut savoir, voilà, il faut que vous sachiez que vous êtes filmé et que vous serez en ligne. Alors, merci à tous d'être venus. Donc, Patrick Flandrin et moi-même, on est très contents d'être là parce que ça fait très très longtemps qu'on voulait faire cette soirée. On a commencé à s'intéresser à Jacques Laplume en 2016. Voilà. Et dès cette époque-là, on avait contacté Catherine Kounelis pour avoir quelques informations sur lui, parce qu'on avait découvert qu'il était élève de la 37e promotion, 56e promotion, c'est 1937, donc je fais la confusion, à l'ESPCI. Je ne sais pas si d'ailleurs l'ESPCI s'appelait l'ESPCI ou le MPCI. Il ne s'appelait pas encore ESPCI. Voilà. Alors, je fais donc une petite présentation qu'on avait déjà préparée il y a longtemps. Et puis, je vais vous parler un petit peu de l'historique de notre aventure, hein, depuis 2016 et même peut-être avant. Voilà. Donc, j'ai mon petit beeper, le dessin de la plume. Voilà. Ça marche. Donc, en 2016, il s'est passé un événement pour moi, en l'occurrence, et puis pour un certain nombre de gens, important, à savoir que c'était le centenaire de la naissance de Claude Shannon. Alors pour moi, Claude Shannon, c'est mon héros, d'accord? C'est mon héros scientifique. Je suis un chercheur en théorie de l'information. Hein, ce sont des mathématiques appliquées à la communication, entre autres. Et Claude Shannon a fait quelque chose d'absolument remarquable. En un seul article, publié en 1948, il a fondé toute la théorie de l'information qui a permis de résoudre, en théorie du moins, tous les problèmes qu'on avait de compression d'informations et de transmission d'informations. C'est un peu grâce à lui qu'on a aujourd'hui des portables, si vous voulez, pour faire un peu un raccourci. Donc voilà Claude Shannon. Alors je ne connaissais pas du tout la plume, hein. Voilà. Et Claude Shannon, alors je me suis amusé à l'époque pour la présentation à faire un petit anagramme sur son nom. Si vous prenez la lettre C, la lettre L et ainsi de suite, ça donne H son d'un canal. Pourquoi j'ai trouvé ça drôle? Parce que H, c'est la lettre qu'utilisait Shannon pour désigner l'entropie. Et l'entropie, c'est la notion fondamentale sur laquelle se base
la théorie de l'information. Vous avez ici la formule mathématique de l'entropie. Donc l'entropie est la notion fondamentale pour Shannon, et ça lui a servi à résoudre notamment des problèmes de transmission dans un canal de transmission, un canal bruité. Voilà. Donc la lettre C comme canal ou comme capacité de canal, parce que c'est le terme, est donnée par cette formule absolument magique qui a révolutionné le monde à l'époque, en 1948. Donc C, la capacité du canal, égale W logarithme de 1 plus P sur N. Avec ça, vous allez tout comprendre. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est que W ? C'est une abréviation de bandwidth en anglais, donc la largeur de bande. Il y a un logarithme qu'on prend dans une base qu'on veut. Le logarithme en base 2 permet d'exprimer la capacité en bits, en unités binaires. Le terme bit, qui est tellement utilisé en informatique aujourd'hui, a été mis pour la première fois dans l'article de Shannon, 1948. Et puis le 1 plus P sur N. P sur N, c'est le fameux rapport signal à bruit. Donc P, c'est la puissance du signal. N, comme noise en anglais, c'est la puissance de bruit. Voilà. Et donc, on a cette relation-là qui permet de transformer en quelque sorte, pour une certaine bande occupée par le canal, du rapport signal à bruit en débit, parce que la capacité du canal, c'est un débit. Ce sont des bits par seconde. C'est un débit pour lequel on peut transmettre l'information dans le canal d'une manière fiable. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, on a du tout numérique. Si on a du tout numérique, c'est parce qu'on peut transmettre, même en présence de bruit, il y a du bruit, de l'information à un certain débit, à condition de ne pas dépasser la capacité qui est là, à condition de ne pas aller trop vite. C'est un vrai théorème, c'est le théorème de Shannon, qui est bien connu des théoriciens de l'information. Voilà. Donc cette formule-là, comme je l'ai dit à l'époque, a suscité l'émoi, pour le moins, et a révolutionné vraiment la technique. Tout le monde était en train de chercher ce type de formule. Et tout le monde était en train de chercher ce que c'était que l'information et comment on pouvait relier ça aux constantes physiques, finalement, du canal de transmission, comme la largeur de bande et le rapport signal à bruit. Voilà. Donc le Graal. Le Graal. C'est cette formule. Alors, je vais parler quand même, parce que c'est une passion chez moi, de l'article de Shannon de 1948, qui a fondé cette théorie, avant de venir à Jacques Laplume. Mais soyez un peu patient. Voilà. Donc, l'article fondateur a été publié dans le Bell System Technical Journal, donc il est là, et vous avez le fameux théorème avec la fameuse formule qui est donnée ici. C égale W, P plus N sur N, c'est la même chose. Il dit que la capacité d'un canal de bande W perturbé par un bruit thermique blanc de puissance N, quand l'émetteur a une puissance moyenne P, est donné par cette formule. J'ai traduit ici l'anglais. Alors cet article a été tellement impressionnant, si vous voulez, tellement incroyable, qu'il a été tout de suite réécrit en tant que livre, l'année plus tard, publié en tant que livre. Et vous avez un petit glissement sémantique entre le titre, je ne sais pas si on peut avoir le laser, oui, le titre de l'article et le titre du livre. D'accord ? On a A Mathematical Theory of Communication, donc une théorie mathématique de la communication. Et ça devenait la théorie mathématique de la communication. Donc, vous voyez l'effet que ça a eu. Voilà. J'en profite. Vas-y. J'en profite pour signaler, cocorico, que nous avons finalisé la traduction en français de ce livre, ou de cet article, qui est publié chez Cassini. Cassini, ça se trouve rue Claude Bernard, pas loin. Donc en vente dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Si je peux faire juste une intervention. Bien sûr. Ouais. Je pense que c'est intéressant de remarquer que Shannon travaillait au Bell Labs, donc dans une structure qui n'était pas directement universitaire. Il publiait dans la revue, qui était une revue de haut standing scientifique, mais qui était les revues de la compagnie. Et c'est l'endroit où 48, c'est aussi une année magique, parce qu'il y a la théorie de Shannon, mais en même temps, il y a
tout ce qui va faire l'information, non seulement du côté logiciel, mais aussi du côté matériel, puisque le transistor va arriver, et parce que aussi les calculateurs commencent à se mettre en place, et puis c'est aussi l'année de la cybernétique de Wiener. Donc, côté est des États-Unis, beaucoup de choses se passent, et voilà, en particulier au Bell Labs, qui était quand même une sorte d'endroit magique pour faire de la recherche à la fois fondamentale, comme celle-ci, et en même temps qui était en prise directe avec des problèmes. Un peu plus tard, c'est aussi des Bell Labs que sortiront les observations du bruit cosmologique fondamental, qui sera aussi dû à des ingénieurs de Bell Labs. Bell Labs était le centre du monde. Bon, ça ne l'est plus aujourd'hui. Non, ça a changé. Ça a bien changé. J'ai fait un stage au Bell Labs du temps où c'était encore grandiose, dans les années 90. Voilà, donc cet article de 1948, en fait, Shannon a mis à peu près, on va dire, 8 à 10 ans à l'écrire. Vous imaginez un peu le rythme de publication d'aujourd'hui versus le rythme de publication d'alors. Hein. On était essentiellement pendant la guerre, et Shannon a fait tout un travail de réflexion qui a duré des années, et il a mis extrêmement longtemps, en fait, en réalité, à rédiger son article. Dès 1947, il avait présenté ses résultats à un fameux symposium à New York, qui a été recensé là, dans un petit article où on parle de la largeur de bande versus le bruit dans les systèmes de communication, et où on déroule la démonstration de Shannon, une démonstration mathématique. Alors pour des ingénieurs, ce qui était remarquable, parce que Shannon a eu du mal à être compris, parce qu'il était beaucoup trop mathématicien pour les ingénieurs et beaucoup trop ingénieur pour les mathématiciens. Il était en fait les deux. Voilà. Et donc là, vous avez un résumé de sa démonstration qui parle de sphères en grande dimension et des choses compliquées. Et ça se termine par C égale W log de 1 plus P sur N. Wouh! D'accord? Avec une démonstration absolument dingue. Voilà. Donc, ça, c'était dès novembre 1947. Donc, toutes les idées de Shannon étaient déjà là, présentes depuis longtemps, mais elles n'étaient pas publiées encore. Et ça a été présenté dans ce fameux symposium à quelques happy few, voilà, à l'époque. Dès l'année suivante, c'était devenu the now classical expression for the information capacity, c'est-à-dire l'expression classique. Hein, c'était devenu un grand classique. Donc vous imaginez la révolution et la vitesse de cette révolution pour cette formule de capacité. Voilà. Et il se trouve que Shannon lui-même, dans son article de 1948, cite un certain nombre de personnes. D'autres personnes qui, la même année, ont trouvé essentiellement la même formule. Et je dis essentiellement parce que ce n'est pas toujours vrai. Hein. Et il cite Wiener. Donc Wiener, dans son livre 1948 aussi, hein, La cybernétique, qui fait un calcul. Voilà son calcul. Je vous ai mis l'extrait de Norbert Wiener, qui était proche de Shannon. On voit ici une photo avec les deux. Hein. Shannon est à droite, Wiener est à gauche. Où il fait un petit calcul et il obtient un demi de log de A plus B sur B. Enfin, ça ressemble beaucoup, mais il n'a pas posé un problème de communication. Hein. Il n'a pas résolu un problème. Il a juste dit, voilà, l'information, ça se fait comme ci, ça se fait comme ça, et j'obtiens cette formule. Enfin, ça ne va pas l'empêcher de dire ensuite qu'il était l'un des deux inventeurs de la théorie de l'information. Il y a de la gaussianité. Là. Et il y a de la gaussianité, mais bon, dans Shannon aussi, le bruit est gaussien. Mais voilà. Une personne qui était assez importante, qui a eu pas mal d'influence à l'époque, c'est Thaler, qui a fait une thèse en 1948, où il tombe sur une expression qui ressemble pas mal, d'accord, et qui a été repris aussi dans un bouquin. Donc ça a une certaine influence dans certains milieux, et bizarrement, beaucoup dans les milieux de la psychologie, ou ce genre de choses. Ouais. Donc 1948 aussi. Sullivan, qui est mentionné par Shannon, mais qui n'a rien publié, donc on ne sait pas trop ce qu'il a fait en réalité. Okay.
Goldman, qui a également fait un papier en 1948 avec la bonne formule, mais qui se réfère à Teuler, donc c'est pas clair non plus. Earp, donc juin 48, vous voyez les mois ici, hein, qui était présent au symposium et qui a également fait un article où il donne une formule totalement analogue. Enfin bref, les temps étaient vraiment mûrs. Et alors, on a deux Français. Le premier Français, c'est André Clavier. Enfin, tous les autres sont américains. Hein. André Clavier, qui se trouve, bon, qui est français, certes, mais qui travaillait aux États-Unis et qui est devenu américain par la suite. Donc, mais qui a également fait un article en 1948 où il donne une formule de capacité. Et enfin, Laplume. Donc les deux Français, c'est Clavier et Laplume. Hein. Jacques Laplume, c'est remarquable parce que, bon, il est complètement inconnu de Shannon, complètement inconnu des autres, mais c'est lui qui a publié en premier. Voilà. De peu, hein. Donc voilà, donc la fameuse formule que tout le monde appelle formule de Shannon devrait s'appeler la formule de Laplume, Goldman, Teller, Earp, Shannon, Clavier, Wiener, Sullivan. Okay, vous retenez ça, hein, bien sûr. Ou tout simplement formule de Laplume si on se réfère à la première publication, hein, Cocorico. Voilà. Alors, Laplume, qu'est-ce qu'il a de remarquable? C'est qu'il était effectivement français et travaillait en France indépendamment de tout le monde, hein, de tous les autres qui, eux, étaient sur la côte est des États-Unis, tous. D'accord? Et qui avaient des relations entre eux. Donc il était à la compagnie Thomson Houston à l'époque. Hein. Et c'est la plus ancienne publication donc. Et remarquablement, contrairement à d'autres, il a tenu compte dans sa formule de ce qu'il a appelé la nature erratique du bruit, c'est-à-dire la notion de bruit au sens aléatoire, hein, et de densité spectrale de puissance. Il avait vraiment un argumentaire basé sur des notions d'aléatoire. Voilà. Voilà. Et en plus, il a donné la formule exacte, c'est-à-dire c'est vraiment la bonne formule au symbole près. Voilà. Donc voilà pour cette fameuse formule de Laplume. Et donc ça nous a complètement intrigués. D'abord, comment on a su que Laplume avait fait ça? Et ça reste un petit peu mystérieux. Et puis, d'où ça vient, quoi? Comment il a raisonné de manière totalement indépendante de Shannon, comment il a trouvé en plus la même année la bonne formule qui était quand même la formule qui a révolutionné le monde. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, je suis allé voir récemment, ça c'est tout récent pour moi, je suis allé voir la page du petit village de Bardos, où j'étais accueilli une semaine par Yves et Bertrand, qui sont les fils aînés de Jacques. Qui habitent cette maison-là, enfin c'est la maison de Jacques Laplume. Et dans la page Wikipédia, je ne sais pas si on voit bien ici, il y a les personnalités liées à la commune, nées au XXe siècle. Alors, il y en a plusieurs, j'en ai retiré la plupart, hein, mais il y a Jacques Laplume, ingénieur radioélectricien de la CFTH, donc Compagnie française Thomson Houston, né en 1921, alors ça je ne suis pas sûr, je crois que c'est 1920, donc il y a une erreur, il faudra leur dire. Et à Bardos, mort à Bardos, etc. Il fut à l'origine, en 1948, d'un travail relatif au calcul de la capacité d'un canal bruité de bande passante donnée. C'est ce qui est dit aujourd'hui, et je suis sûr que Jacques Laplume lui-même, s'il avait su ça, il serait complètement estomaqué, parce qu'il a fait tellement de travaux différents. Pour lui, ce travail-là était passé complètement inaperçu. Et c'est aujourd'hui qu'on remarque Jacques Laplume pour ce petit travail-là, qui était un tout petit travail pour lui. Voilà. Qu'il a assez vite abandonné, en fait. Il n'a pas poursuivi. Très très vite, parce qu'il y a autre chose. Bon. Alors, donc, ce travail-là a été publié dans un compte-rendu à l'Académie des sciences. Une note à l'Académie des sciences. Donc voilà, donc, là, normalement, il devait y avoir une vidéo. On peut peut-être passer la vidéo ou on peut essayer de passer la vidéo. Parce que nous avons un collègue, Frédéric Barbaresco, qui est de Thales, donc qui est le successeur de la Thomson, hein, qui a utilisé l'intelligence artificielle, qu'on aurait dû mettre dans le titre, non? C'est ça, pour animer un petit peu le visage de Jacques Laplume. Il a 17 ans. 1937, c'est en fait sa photo de promotion. Hein.
Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un air de famille avec vous, madame. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, on va parler d'air de famille plus tard aussi. Voilà. On peut revenir au slide. Donc, et Frédéric a également colorisé cette image-là, qui date de 1945, et qu'on retrouve sur le slide qui va venir tout de suite. OK. Donc voilà le titre sur le nombre de signaux discernables en présence de bruit erratique dans un système de transmission à bande passante limitée. Séance de l'Académie des sciences du 26 avril 1948. C'est une note qui bizarrement n'a pas été présentée, parce que d'habitude les notes de Jacques Laplume sont présentées et le plus souvent par Louis de Broglie, d'accord, qui s'intéressait d'ailleurs, on le sait aussi, à la théorie de l'information. Et voilà le résultat. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait les mêmes notations, mais voilà le résultat de Jacques Laplume sur ce fameux nombre de signaux discernables. Et il se trouve que c'est exactement la bonne formule. Alors, sauf que, bon, il a considéré un rapport signal à bruit suffisamment grand pour qu'il puisse négliger le 1+ devant le rapport signal à bruit, ce qui a donné cette formule, la formule qui est là. Donc, mais c'est la bonne formule. Voilà. Alors, quel était son raisonnement? Donc là, on va passer un petit peu technique. Il a un raisonnement extrêmement intéressant. Et il a republié d'ailleurs ce raisonnement juste un petit peu plus tard, en 1950, quand il s'est aperçu que cette formule avait fait grand bruit et était à la base de la théorie de l'information. Il avait fait un raisonnement, alors comme il dit, en 2 dimensions. C'est-à-dire que le raisonnement de Shannon était en très grand nombre de dimensions et pour lui c'était très compliqué. Il a fait un raisonnement plutôt heuristique, mais simple, en 2 dimensions. Et qui ressemble beaucoup, en tout cas dans l'aspect, à un raisonnement qu'avait fait Gabor. Oui, ça c'est intéressant parce que il y a deux rapprochements. Il y en a un, c'est que Jacques Laplume, on a vu, il travaillait à la compagnie française Thomson Houston. Et en fait, il y avait une branche anglaise de cette compagnie à laquelle travaillait Denis Gabor. Et Gabor, c'est quelqu'un qui, bon, après est devenu le père de l'holographie, il a eu le prix Nobel pour ça en 1971, mais qui en 1946 a écrit lui aussi un article qui s'appelait A Theory of Communication, où il s'intéressait à des questions de comment représenter de manière compacte et discrète un signal en tenant compte des caractéristiques à la fois du temps, la façon dont une forme d'onde évolue dans le temps, et de la fréquence, c'est-à-dire la façon dont le spectre est rempli. Et pour ça, il avait introduit une notion d'un diagramme dans un plan temps-fréquence qui divisait le plan en cellules d'information. Chaque cellule était, d'une certaine façon, il appelait ça un logon, c'était une sorte de quantum d'information. On ne pouvait pas aller en dessous à cause des relations d'Heisenberg, c'était quelque chose qui ne pouvait pas être ponctuel, mais c'était quelque chose qui, en pavant convenablement le temps, permettait de décrire de manière discrète l'ensemble du signal. Et ça, c'est pas la même chose, parce que là, c'est un axe de fréquence et un axe de puissance, c'est non pas un axe de fréquence et un axe de temps, mais disons, il y a le parfum, comme on dit, de ce pavage du plan, qui était une idée de Gabor. Donc il y a une sorte de rapprochement. Et on ne sait pas si, en fait, Laplume a eu des connaissance des travaux de Gabor, ce qu'il a peut-être pu avoir par des notes internes de la compagnie. On sent une influence. Mais voilà, c'est ça. Mais je ne pense pas qu'elle soit documentée. Et Patrick, qui est par ailleurs le spécialiste mondial du temps fréquent. Je travaille là-dessus. C'est vrai. Donc, quel était le raisonnement de Jacques Laplume? Effectivement, il a travaillé dans un plan puissance-fréquence, où il a découpé un signal. Donc le signal, il y a une certaine densité spectrale de puissance pour voilà, ce qu'on appelle le spectre. Quand on intègre le spectre sur les fréquences, on obtient l'énergie totale du signal. La puissance fois le temps. Bon. Et il a fait un dénombrement en disant, voilà, mon niveau de bruit, il est là, voilà, il est plat, c'est un bruit blanc, d'accord, qui a la même puissance dans toutes les fréquences. Et puis, pour arriver à distinguer des signaux, il faut que je puisse finalement trouver des courbes comme ça, des signaux, qui soient discernables en présence de bruit et donc qui sont composés de ces petites cellules d'incertitude en quelque sorte. Voilà. Et donc ça se ramène à un problème de dénombrement, c'est-à-dire on va, pour une puissance donnée P du signal, il y a un certain nombre, alors grand N c'est un entier ici, c'est pas le bruit, grand N
un certain nombre de cellules sous le spectre à répartir entre les différentes colonnes qui sont là. Voilà. On fait un dénombrement, ça donne un coefficient binomial, d'accord, qu'on connaît, hein. Enfin, c'est ce qu'on appelle des choix, comment on appelle ça déjà, des combinaisons à répétition, là. Et puis, si on s'intéresse non pas à une puissance donnée, mais à une puissance inférieure ou égale, ce qui est le vrai problème, à un niveau de puissance donnée. Il se trouve que la formule change un petit peu, puisque c'est comme si on avait n plus une colonne au lieu de n. Bon. Et donc, on obtient peut-être une formule un petit peu plus simple. Et grand N sur petit n, quand on fait le calcul, on s'aperçoit que c'est exactement le rapport signal à bruit. Voilà. Étant donné les données du problème. Et donc, on obtient exactement ce nombre-là de signaux discernables dont on prend le logarithme, on divise par t pour obtenir des bits par seconde, c'est-à-dire pour obtenir un débit. Voilà. Et en faisant un petit calcul avec une approximation du type approximation de Stirling, qui est bien connue d'accord, pour quelques mathématiciens qui sont dans la salle, eh bien, on obtient une formule qui est exactement la formule de capacité de Shannon. Donc B, c'est la largeur de bande, 1 plus grand P qui est la puissance du signal, petit b qui est la puissance de bruit. C'est la même formule, avec les notations de la plume. Voilà. Donc c'est quand même remarquable, en fait c'est même extraordinaire, je n'arrive pas à comprendre comment il se fait que la plume, isolément, hein, en France, a trouvé exactement la formule magique. Voilà. Et donc, bien évidemment, alors on s'est posé la question, qui il était, on n'avait absolument aucune indication. On n'avait que la note. Voilà, juste une toute petite remarque par rapport à cette note, c'est qu'effectivement, la note était assez cryptique, on va dire, sur la façon dont il avait arrivé à son résultat. Ensuite, visiblement, il a eu connaissance du fait qu'il y avait cet engouement autour de ce qu'étaient les travaux de Shannon. Et donc, en 1950, comme l'a dit Olivier, il a jugé nécessaire de publier une version étendue expliquant finalement son raisonnement dans l'onde électrique, qui était une revue technique du domaine, où là il expliquait en détail exactement le raisonnement qui vient d'être fait, avec force diagramme. Cette fois-ci c'était 6 pages peut-être, et non pas une page et demie de la note au compte rendu. Mais bizarrement, cette version étendue, visiblement, est-ce qu'elle arrive un tout petit peu trop tard? En tout cas, elle est tombée dans l'oubli, ou elle n'a pas été remarquée à la hauteur de ce qu'elle aurait mérité. Donc, on va reprendre. Et elle a finalement été remarquée quand même, mais bien après, parce qu'elle a été publiée dans l'onde électrique, voilà, qui était le journal, enfin ce qui est aujourd'hui le journal R2E, enfin la S2E. C'est ça. Oui. Mais ça a été repéré par un historien de la théorie de l'information, mais Olivier va en parler plus tard. Mais c'est nettement plus tard. Ça n'a pas été repéré par les gens qui travaillaient sur la théorie de l'information. Et bizarrement, 50, c'est aussi l'année où Louis de Broglie, qui était intéressé à ces questions de théorie de l'information, a organisé à Paris un symposium sur la théorie de l'information, en réunissant la plupart des acteurs français, plus Denis Gabor, qui était le seul étranger invité qu'on a mentionné, mais il n'a pas invité la plume. Ouais. Donc voilà, c'est curieux parce qu'il semblerait quand même que ça soit lui. Alors sauf si effectivement cette note lui a échappé parce que par un hasard ou je ne sais quoi, ça ne serait pas lui qui l'aurait présenté en 48, alors que Jacques Laplume a fait d'autres travaux qui ont donné lieu à des notes au compte rendu sur d'autres sujets, même sur la fréquence instantanée. Et Jacques Laplume était occupé à plein d'autres choses en même temps. Et la plupart de ces notes étaient chaque fois mentionnées, présentées par Louis de Broglie. Voilà, donc là, il y a une petite interrogation sur... il y a une sorte de rendez-vous manqué de l'histoire en 1950. Voilà, donc on a retrouvé quelques photos. Je vous dirai comment on les a retrouvées par la suite, sur un certain nombre de périodes. Donc on a la période où il est arrivé comme élève à l'ESPCI. Là, vous avez son calot de PMS, là, de préparation militaire supérieure, que les élèves des écoles d'ingénieurs faisaient à l'époque. Là, vous avez le jeune ingénieur à la CFTH dans les années 40. Et puis là, vous avez le presque vieil ingénieur, puisque là, il est proche de la retraite, dans les années 70-80.
à la Sodetech, qui était une filiale de Thomson à l'époque, Thomson CSF. Voilà. La dernière photo, c'est une photo d'un journal dont je parlerai tout à l'heure, puisqu'on verra. Voilà. Et donc, on n'avait pas tout ça, on n'avait aucun renseignement. Donc, reprenons la plume. On a réussi à avoir quand même toute l'histoire. Je vous dirai après comment. L'histoire commence avec Arnaud Laplume, d'accord, qui était bourrelier de Montcaillol, donc quelque part ici dans le Pays Basque, et qui, en novembre 1872, alors moi j'ai une autre version, c'était en 1879, on ne sait pas trop, enfin, s'il y en a qui savent exactement, ils me le diront, qui c'est, comme beaucoup de Basques à l'époque, hein, qui sont embarqués pour aller faire fortune aux Amériques. Voilà. Et donc il a atterri à Cuba, et puis après son fils a été à New York, il était mécanicien. Il rencontre d'ailleurs à New York la fille du maire de Montcaillol, hein, bon, c'est logique, avec laquelle il s'est marié à Brooklyn. Et finalement, il retourne en France. Alors, il retourne en France en 1913. Il ne pouvait pas le faire avant parce que les Basques qui s'émigraient aux États-Unis ou ailleurs étaient considérés comme déserteurs. Voilà. Donc je pense qu'avec la Première Guerre qui commençait à venir, enfin, je suppose que l'amnistie de Poincaré leur a permis, hein, c'est de Raymond Poincaré dont on parle, c'est bien ça, hein, Raymond, hein, c'est le bon, c'est pas Henri, c'est Raymond, voilà, lui a permis de revenir en France, et du coup il est revenu en France, et son fils, alors son deuxième fils en l'occurrence, est même né à Paris, parce qu'il est monté à Paris entre-temps, le 12 juin 1920, si je ne me trompe pas maintenant. Voilà. Et là, on voit d'ailleurs un extrait d'un article où Jacques Laplume lui-même s'exprime, hein, en disant pour mon frère aîné et moi-même, ce fut la chance de notre vie, car Paris offrait infiniment plus de facilité que la Havane, à Cuba, pour poursuivre des études supérieures. Et effectivement, alors je ne sais comment, on lui a indiqué que grâce à ses dispositions pour les études scientifiques, il pouvait intégrer l'ESPCI. Je ne sais pas si on lui a offert d'autres possibilités, mais toujours est-il qu'il a intégré l'ESPCI. Et voilà la fameuse photo de promotion, hein, 56e promotion. Alors nous, on avait cette photo, c'était la seule chose qu'on avait. Je ne sais plus pourquoi on l'avait d'ailleurs, mais c'est Frédéric Barbaresco qui nous l'avait fourni, oui. Où on reconnaît un certain nombre de gens que par ailleurs on connaissait, enfin on ne connaissait pas forcément, mais il y avait un certain Saint-Raymond, dont la petite fille oui, était ton collègue. Voilà, c'est-à-dire que quand on a vu le nom de Maurice Saint-Raymond, il se trouve qu'à l'Académie des sciences et à l'École normale supérieure de Lyon, on a une excellente mathématicienne qui s'appelle Laure Saint-Raymond, qui maintenant est à l'IHES, première femme professeure de plein exercice à l'IHES. Et donc j'ai posé alors la question de savoir s'il y avait un rapport familial, et elle a dit oui, c'est mon grand-père. Donc il se trouve que sa grand-mère était encore en vie, et donc interrogeant sa grand-mère, effectivement, elle a amené aussi sur la piste du seul survivant de cette promotion, qui était Serge Trouvé. Voilà, le bien nommé en l'occurrence. On a trouvé. Voilà. Et Serge Trouvé était malheureusement décédé en 2016, je crois. Ou un peu après, 2018 peut-être. Oui, il n'y a pas très longtemps. Et donc, d'après ce que tu m'as dit, il avait déclaré que oui, il se souvenait très bien de Laplume. Ouais. Il faisait partie des chiadeurs, du groupe des chiadeurs. Le groupe des chiadeurs. Il n'avait pas de souvenir extrêmement abondant et précis, mais il y avait cette dénomination qui mentionnait une partie de son caractère. Voilà. Donc voilà. Alors, je poursuis sur la carrière de Jacques Laplume avant de parler de la façon dont on a réussi à découvrir tout ça. Donc, il a fait beaucoup de choses. Hein. Il a été licencié, il a passé une thèse. Il s'intéressait à la mécanique rationnelle, au calcul intégral du différentiel.
Il était en même temps ingénieur de recherche en radiocommunication, donc là on est vraiment dans les télécoms, on va dire. Et puis en hyperfréquence, donc voilà, vous le reconnaissez ici dans son labo à la CFTH. Mais il était très porté finalement sur les mathématiques. Hein. Et dès 1943, il a publié, avec un collègue qui est également un ancien élève de l'ESPCI, ce livre sur le calcul symbolique. Donc voilà. Donc à forte teneur mathématique quand même. Voilà. Hein, qui est d'ailleurs Frédéric Joliot. C'est Frédéric Joliot qui le directeur était le directeur de collection. Voilà. Donc qu'on a retrouvé grâce à donc Catherine a pu se procurer ce livre. Voilà. Donc on a retrouvé également la note originale. Donc voici la version originale de la note. Hein, tant qu'à faire, on a fait de la recherche. Voilà. grâce on peut aller aux archives de l'Académie des sciences. Hein. Grâce aux archives. Et bon, ça ne nous a pas donné d'indication vraiment supplémentaire, mais voilà. Et puis, alors, donc, comment ça s'est passé d'un point de vue historique? Moi, je dirais que, bon, il y a ce fameux article qui a eu un certain écho apparemment, qui est de l'enseigne de vaisseau Pierre Aigrin en 1948, qui pose le problème de la définition de l'information et qui a eu un certain impact vis-à-vis des ingénieurs français. Bon. Ensuite, Jacques Laplume donc, a publié, en citant Aigrin, hein, donc, et en citant Shannon aussi, hein, mais bon, je ne sais pas s'il avait vraiment lu dans le détail Shannon, parce qu'il dit, d'ailleurs on le voit quelque part ici, que c'est des raisonnements compliqués en démonstrations font appel à des représentations géométriques dans un espace à grand nombre de dimensions. Et je me suis proposé d'établir ça d'une manière géométrique plus simple. Quoi. Voilà, c'est ça, en deux dimensions. En deux dimensions. Voilà. Donc voilà pour l'article qui est paru dans l'Onde électrique. Et puis alors il faut attendre 1998. Où il y a eu un gros travail d'historien de Jérôme Segal, qui a fait sa thèse sur l'histoire de la théorie de l'information. Et une thèse qui a été publiée sous forme de livre, hein, qui s'appelle Le 0 et le 1. Et dans la même année, alors ça c'est très mystérieux aussi, un collègue, une grande pointure internationale en théorie de l'information qui s'appelle Sergio Verdu, que je connaissais, hein, qui a, à l'occasion des 50 ans de 1948, hein, donc 50 ans de l'article de Shannon, a publié également un article sur l'histoire de la théorie de l'information, où il cite Laplume. Alors je lui ai demandé comment il avait eu vent de cet article, il m'a répondu qu'il ne se souvenait pas. Bon. Voilà. Alors j'ai ma petite idée là-dessus, je pense que en fait Segal cite Laplume parce qu'il a regardé tous les numéros de l'onde électrique de l'époque. Oui, d'ailleurs, il le dit dans son livre, il le dit. Voilà. Et de cet article de Laplume, il est remonté du coup à la note à l'Académie des sciences. Et alors, donc, comment ça se fait que nous, on s'y est intéressé? En 2014, donc, j'avais fait un article sur cette fameuse formule, en expliquant un certain nombre de choses sur cette formule, et en citant les fameux 7 autres chercheurs, hein, que j'ai cités tout à l'heure, qui ont trouvé la même formule la même année que Shannon. Juste après, il se trouve que j'ai présenté une conférence qui était organisée par Frédéric Barbaresco, qui a immédiatement vu que Jacques Laplume était donc, selon lui, enfin c'est comme ça qu'il a fait la publicité, l'inventeur de la théorie de l'information français, hein, voilà, on va dire. C'était un raisonnement très corporate, puisqu'il était à Thales, l'héritier de Thomson. Voilà. Et donc, il a demandé à Patrick que l'Académie des sciences fasse une note sur Jacques Laplume. Et Patrick, du coup, m'a appelé. Voilà. J'étais en sabbatique au Brésil et je n'avais aucune idée de comment commencer à faire quoi que ce soit. Je n'avais absolument aucune information. Donc, tu avais eu quelques informations sur Laure Saint-Raymond, des choses comme ça, mais ça n'avait pas vraiment abouti. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est encore d'autres choses. Hein. Pardon, je suis en train de revenir en arrière et en avant. 1950, on a parlé de 1950. Jacques Laplume était très occupé à diriger le projet de liaison de télévision par faisceau hertzien de la Tour Eiffel au beffroi de Lille. Voilà. Donc, il avait des préoccupations
vraiment, on va dire, très, très ingénieur de télévision. Ouais. Par Mais la suite, voilà, je ne veux voilà. pas me mettre à la place de Jacques Laplume, mais je me demande si effectivement en 1950, il ne pensait pas que ce qu'il avait fait pour cette communication était nettement plus important et plus intéressant que la petite note qu'il avait fait sur la théorie de Voilà. l'information. Je pense que ça a été très important dans son parcours professionnel. Par la suite, il a fait d'autres choses. Enfin, alors là, je ne suis pas du tout spécialiste de ce qu'il a pu faire, hein. Il s'est intéressé aux semi-conducteurs, à la spectrographie de masse. Et puis, il a été affecté disons, au département d'études nucléaires, d'accord, en liaison avec le CEA. C'était la fameuse époque où on faisait des essais de la bombe atomique dans les début des années 60. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, il a été cité à l'Ordre national du mérite. Alors, c'est quand même assez piquant de voir la lettre de réponse de Jacques Laplume à la personne qui lui dit ben, vous allez avoir l'Ordre national du mérite, et il répond je suis extrêmement sensible, etc. Toutefois, vous n'ignorez pas que ma participation aux récentes expérimentations, etc., a été insignifiante. Une récompense, fût-elle modeste, accordée dans ces conditions, paraîtrait à beaucoup totalement injustifiée. Hein, donc, voilà. Mais il poursuit, et c'est là où c'est extraordinaire, il poursuit en disant quant au service rendu, je sais qu'il n'a pas dépendu de vous qu'elle n'ait été reconnue d'une façon plus honorifique encore. Voilà. Donc ça veut dire que tous ses collègues du CEA avaient la Légion d'honneur. Voilà. Voilà. Donc et ça, vous voyez, Jacques Laplume, donc un peu plus tard, à la Sodetech, la Société d'études techniques d'entreprise générale, qui avait été créée d'ailleurs en liaison aussi avec le CEA pour des expérimentations atomiques, et où il a fait énormément de choses très variées, très différentes, avec beaucoup de brevets publiés, notamment une machine à apprendre, voilà, des choses comme ça. Beaucoup de travaux très différents. Et d'une certaine façon, ça le rapproche de Shannon. Parce que Shannon avait aussi une vie d'inventeur où il a fait des objets qui étaient d'ailleurs des objets qui, par exemple, quand il y a eu l'exposition qui avait été faite à l'Institut Henri Poincaré pour le centenaire de Shannon, il y avait un exemplaire de sa petite boîte qui était, je ne sais plus quel était le nom exactement, la fameuse mais boîte, oui, la petite la boîte, machine elle est fermée. ultime. Voilà, il y a un bouton et on appuie sur le bouton. Quand on appuie, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une main qui sort et qui appuie sur le bouton pour fermer la boîte. Alors j'ai cette boîte dans mon bureau, si vous voulez, Voilà. l'expérimenter. Voilà, et Shannon était connu pour être tout le temps à la quête d'une invention il avait fait des. Mais c'est des inventions ludiques. Mais ces toujours. inventions ludiques, il avait un côté très ludique. D'ailleurs, il était connu pour se promener dans les couloirs des Bell Labs sur un vélo monocycle en jonglant, par exemple. Alors j'ai la vidéo, ça mais fait partie de je ces. l'ai pas mis là. Voilà. Voilà. Et oui, il avait fait aussi une machine à calculer en chiffres romains. Ouais. Qui voudrait faire ça, hein? Bon. Ouais. Donc, d'une certaine façon, et on va voir qu'il y a d'autres aspects de la personnalité de Jacques Laplume qui est effectivement extra-scientifique ou relié, mais d'une façon ludique, le rapproche finalement Voilà. de Shannon. Tout à fait. Voilà, donc, alors comment j'ai finalement réussi, moi, isolé au Brésil, hein, à Campinas au Brésil, pour retrouver la trace de Jacques Laplume. Eh bien, j'ai fait une recherche sur Internet, Jacques Laplume, etc. Donc, j'ai beaucoup cherché. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de brevets qui sont publiés, des brevets américains, hein, sur le Patents Office, United States Patent Office. Et donc, j'ai vu Jacques Laplume, Gif-sur-Yvette, parce qu'on donne l'endroit où il habite. Voilà. Je me suis dit, bon, bah, à l'époque, il habitait Gif-sur-Yvette. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'annuaire et j'ai regardé les Laplume qui habitaient à Gif-sur-Yvette. Bon. Puis après, j'ai pris Facebook, puis j'ai regardé. Mais ce qu'on peut faire, hein. Donc, je trouvais sur Eva Laplume, et alors il se trouve qu'Eva Laplume, elle avait, bon, on ne la voit pas ici, mais elle avait un visage alors qui ressemblait à son grand-père. Donc encore une fois, une physionomie, voilà. Et donc, donc je suis remonté les générations, et je suis tombé sur Bertrand Laplume, notamment,
il y a également Jean-François, enfin tous ces gens-là font partie de la famille, hein, qui se trouve avoir fait l'arbre généalogique en fait, hein, de son père, et où on voit ici les 6 enfants de Jacques Laplume, ses parents. Voilà, et tout l'arbre généalogique. Et là, je me suis dit, mais il y a quand même quelqu'un qui s'appelle Jacques. Peut-être que c'est lui. Bon, j'ai réussi à retrouver son numéro de téléphone parce qu'il avait une compagnie, donc on pouvait retrouver son numéro de téléphone. J'ai appelé du Brésil et j'ai demandé est-ce que par hasard vous connaîtriez un certain Jacques Laplume qui était ingénieur à la Thomson. Il dit oui, c'était mon père. Voilà. Et donc à partir de là, on a pris contact et il m'a envoyé toutes les informations que je vous présente là aujourd'hui, notamment voilà, qu'il a eu 6 enfants, qu'il a eu beaucoup de responsabilités également parce il était très catholique, hein, donc il avait beaucoup de responsabilités internationales voilà, dans les mouvements de foyer catholiques. Il parlait beaucoup de langues, hein, parce qu'il avait une origine aussi un peu sud-américaine, donc il parlait très bien espagnol. Il a appris le portugais comme rien. Il a fait des voyages au Brésil, justement. Et vous avez ici donc Francis defende uso de ozonio de tratamento de agua. Donc Jacques Laplume, on cite Jacques Laplume, hein, qui est là. L'ingénieur français qui vous parle du traitement des eaux usées par l'ozone, etc. Enfin, voilà. Il a touché absolument à tout. Voilà. C'est quand même incroyable. Et voilà Jacques Laplume à son pot de retraite. En 1980 et le fameux article local de Sud-Ouest, donc la ville de Bardos, où il raconte comment s'est passée sa prestation télévisée avec Julien Lepers. D'accord ? Est-ce qu'on peut mettre un peu la vidéo ou pas ? Est-ce qu'on a un peu de temps ? Du latin maguis, je veux dire, maguis, désigne le coffre sur pied qu'on utilisait autrefois pour pétrir et conserver le pain. Le pétrin. Pardon ? Le pétrin. La maie. La maie, très bien. Ah, c'est gagné. Si on va un peu plus loin, on le voit seul courir, ça sera peut-être plus intéressant. On pourrait lui-même Voilà. aussi d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, parce que vraiment, Oui. à mon avis, mon pied bon oeil, hein, on a papoté tout à l'heure, vous avez 6 enfants et combien de petits ? 15. 6 15 enfants. petits enfants avec un trait d'union. C'est pas 15 enfants petits, Oui, c'est 15 petits enfants. J'ai bien compris, très d'union, oui. 15 petits enfants et bientôt. Eh bien, si Dieu me prête le vie, dans quelques mois, je serai arrière-grand-père. Quelle impression que ça fait. Une vie. C'est une confidence que je vous fais parce que nous sommes entre nous. Bien sûr, bah, on est pas famille, hein. Bien sûr. Je ne le répéterai pas partout, évidemment. Mais quand même, les réunions de famille, ça doit faire drôle. Parce que Quand elles sont au complet, oui. ça fait bizarre. Ouais. Vous êtes retraité, bien sûr, maintenant, et retraité de l'électronique. J'ai fait de l'électronique, du nucléaire, j'ai fait de l'ingénierie générale, de l'instrumentation scientifique, enfin différentes choses. Et Bardos. À Bardos, au Pays Basque. Mais écoutez, Bardos, ça sera la capitale de la France pendant 2 minutes. Ah. Bardos, Dans les cette Pyrénées Atlantique. Atlantiques. Autrefois Basse-Pyrénées. Situez-moi Bardos. Entre quoi et quoi? Eh bien, Bardos, c'est entre l'Adour et puis Asparin, Oui, en gros. c'est une belle région. C'est une très belle région, on s'y plaît beaucoup. Oui, on en a beaucoup parlé la dernière fois. Oui, c'est pour ça que c'était pas la peine d'y revenir tellement. C'est peut-être en disant simplement un bonjour à ceux qui vous aident dans cette association. Vous donnez votre voix, je crois, c'est ça? Oui, je fais partie d'une association de donneurs de voix, ce sont des bénévoles qui offrent de prêter leur voix, plus exactement de la donner, c'est-à-dire que nous enregistrons sur cassette des livres que les malvoyants ou les aveugles ne peuvent pas lire par eux-mêmes. Ça prend un temps fou, ça, à faire, non? Oui, bah c'est un petit peu comme ici, on bafouille, il faut revenir en arrière, raccord, patati patata, etc. Et pour une heure de cassette, eh bien, on passe facilement 2 heures. Et on s'aperçoit que c'est un travail, c'est quasiment inhumain, c'est très long en tout cas. Ah, c'est assez long, enfin on peut étaler dans les temps, parti on pour n'est pas l'écouter une heure. tenu par des cadences tayloriennes. Oui, mais enfin, il faut avoir une santé d'enfer pour faire ça. C'est Oui, votre enfin, cas, en tout cas. oui, enfin, faut pas se plaindre, faut pas se plaindre. Allez Jacques, dans ce jeu, question pour un champion qui vous plaît tant, du moins je l'espère. On peut peut-être... 40 secondes. Voilà. Le On peut père. continuer. Bon, si ça vous intéresse, on passera la vidéo hein, pendant le pot, hein, si vous voulez. Bon. Donc, voilà, et il racontait ses impressions, donc c'est à hurler de rire aussi, hein, la manière dont il raconte.
dans cet article de journal. Hein. Voilà. Un Julien le pervers ou un nom comme ça. Enfin bon, voilà. Voilà. Donc voilà, ça termine ma présentation. Donc c'est quand même une histoire extraordinaire. Je voulais juste dire que si j'arrive à avoir la main, pas sûr. Voilà. Ah, très bien. Voilà. Tac. Que, eh bien, si vous voulez en savoir un peu plus, surtout sur l'aspect peut-être scientifique, hein, vous pouvez jeter un œil à la note que nous avons écrite pour l'Académie des sciences en 2016 et qui s'intitule « La plume sous le masque ». Voilà. Voilà. Donc, pour en savoir plus, eh bien, nous avons réussi à réunir quelques photos, donc je vous ai plus ou moins présentées, mais aussi quelques œuvres originales du Sieur La Plume, d'accord, quelques énigmes, quelques contes, quelques poèmes. Et je voudrais que Louis Lebert, de la 140e promotion, okay, qui a du talent pour le théâtre, hein, parce que voilà, il est membre de cette association, donc du club théâtre de l'ESPCI, hein, et de l'association V4A, donc c'est le voyage de 4e année. 140, c'est la 140e promotion. J'ai tout deviné. Hein. Oui, voilà. Et donc Louis va nous faire le plaisir de lire ou de déclamer, je ne sais pas, quelques œuvres de Jacques Laplume. En commençant par quoi? On m'a proposé toute une sélection de textes de Jacques Laplume, donc j'ai fait une petite sélection, il y en a quelques-uns, il y a des poèmes et des... Il faudra me dire si jamais je me rate avec le micro. Il y a quelques poèmes et quelques textes, alors il y en a des plus courts et des plus longs. J'en ai pris quelques-uns, donc je pense effectivement que je vais essayer de les lire de la meilleure façon possible, histoire de donner corps aux personnages que je ne connaissais pas, que j'ai connus que en lisant ce qu'il écrit, et je comprends effectivement tout ce qui s'est dit en Question pour un champion, parce que c'est une personne qui a une façon de parler et de s'exprimer qui est très très sympathique. Et alors, je ne pensais pas du tout dire ça il y a 5 minutes, mais je vais le rajouter parce que juste avec l'interview qu'on vient de voir, c'est que j'ai été recruté il y a très peu de temps pour faire cette lecture et j'en suis très heureux. Donc je viens d'apprendre en même temps que vous que Jacques Laplume était donneur de voix pour une association de lecture de livres audio pour les personnes malvoyantes. Et c'est une belle coïncidence puisque je suis moi-même donneur de voix pour un site internet et une association qui lit des livres audio libres de droit pour les personnes malvoyantes et en situation de handicap. Donc c'est une belle coïncidence. Encore une coïncidence. Oui, voilà, c'est plein de coïncidences. Encore une coïncidence sur les liens. Voilà, je vais essayer de donner voix au texte de Jacques Laplume, comme j'ai donné voix à des textes que je doute que j'ai lu les mêmes choses que lui, mais disons que je fais un peu le même travail bénévole que lui. Voilà. Alors, on commence par... Alors, j'ai imprimé, mais j'en ai qu'un seul d'imprimé, donc je vais sortir mon téléphone. Donc, le tout premier poème que j'ai choisi de Jacques Laplume, c'est un tout court, histoire de commencer un peu, qui s'appelle Matinée de printemps. Et je l'ai choisi parce que je trouvais vraiment tout court, c'est 2 petits quatrains, mais je trouvais que c'est une véritable dédicace à tous les élèves des études supérieures ou même des élèves en général, et aussi ceux de l'ESPCI qui ne sont pas toujours très studieux. C'est une ode à toutes ces personnes qui parfois n'ont pas envie d'aller en cours. Donc ça s'appelle Matinée de printemps. Au milieu des roseaux que la brise caresse, l'ivette se faufile et s'écoule sans bruit. Le soleil estival invite à la paresse aux longues rêveries hors du temps qui s'enfuit. Au moment de franchir l'entrée du CES, morose, l'écolier jette un regard d'envie sur le ruisseau flâneur, sans contrainte ni presse, qui peut suivre son cours sans sortir de son lit. Donc avec la petite blague à la fin. La petite blague à la fin qui est effectivement tout ce qu'on aurait toujours voulu rêver, de pouvoir suivre son cours tout en dormant, ça serait vraiment génial. Et un autre... je pense que... Non. On va... Ensuite, c'est pas un poème, c'est un article
Donc il a paru, donc, parce qu'apparemment je pense qu'il publiait sous une rubrique qui s'appelait Les Contes de la mer en Thèse. Et c'est un petit Alors, récit. la mer en Thèse, c'est un affluent de l'Yvette. Ah, d'accord, c'est Voilà. pour ça l'Yvette. Donc, Très bien. Donc il habitait à Gif-sur-Yvette, donc juste à côté. Et donc, c'est un texte qui s'appelle La Révélation. Et je pense que ça fait écho à ce qu'on nous avait dit sur Jacques Laplume et ses convictions catholiques. Même si, du coup, moi, je pensais en lisant ça qu'il était athée, mais on va voir, parce que je pense qu'il y a un peu d'ironie parfois. Donc, les contes de la mer en Thèse, La Révélation. Je suis désolé, j'aimerais bien vous regarder, mais je vais devoir lire quand même. Monsieur Dupont-Dubois se définissait lui-même comme un fidèle raisonnable de l'Église catholique, c'est-à-dire que ses croyances, héritées de vieilles traditions familiales et, à regarder de près, assez superficielles, ne le disposaient ni aux grands élans mystiques, ni à la tranquille assurance qui caractérise, dit-on, la foi du charbonnier. L'idée ne l'avait guère effleuré de les remettre en question, pour employer une formule à la mode, jusqu'au jour où les théologiens patentés, cessant de cogiter dans le silence des cloîtres, se mirent à vociférer et à s'empoigner sur la place publique, tandis que les pasteurs de l'Église s'efforçaient en vain de calmer l'ardeur des combattants, non sans recevoir au passage quelques charitables orions. De ces débats véhéments, M. Dupont-Dubois tira la conclusion que tout ce qu'il croyait jusqu'alors était vrai, tout en étant faux, sans toutefois l'être tout à fait. Alors, que croire et qui croire? Dans son désarroi, M. Dupont-Dubois eut la bonne fortune de rencontrer le révérend père Trucmuche, le célèbre théologien de choc, dans l'un de ces salons mondains où l'on se pique volontiers d'idées avancées. Docteur en philosophie et théologie de l'université grégorienne, docteur honoris causa des universités de Bedford, Rislingen et Santa Barbara, le révérend père était d'une érudition prodigieuse et d'une rare perspicacité. Ses thèses audacieuses lui avaient valu naguère quelques démêlés avec ses supérieurs et la hiérarchie ecclésiastique. Mais son éloquence fougueuse eut au fait d'ébranler ses censeurs, puis de les achever en évoquant les mânes de Jean Hus, de Savonarole et de Galilée. Cette controverse fameuse lui avait procuré une certaine notoriété, tout particulièrement parmi ceux qui n'avaient jamais lu ses œuvres, lesquelles étaient d'ailleurs d'un haut niveau intellectuel et par là même difficilement accessibles au commun des mortels. Impressionné par la science théologique du révérend père et mis en confiance par sa large ouverture d'esprit, M. Dupont-Dubois lui expliqua ses troubles de conscience. Le révérend père ne tarda pas à en diagnostiquer la cause. Vous vous obstinez, cher monsieur, à tenter de percevoir des échos de la parole de Dieu dans les discours onctueux et ambigus de nos véritables ecclésiastiques. C'est là votre erreur fondamentale. De nos jours, Dieu nous parle par la voix des incroyants, je dirais même et surtout des athées. Ce propos parut étrange à M. Dupont-Dubois, mais pouvait-on raisonnablement contester l'opinion d'un homme aussi savant? Avec une louable persévérance, M. Dupont-Dubois se plongea dans les discours et les écrits des athées contemporains, des plus célèbres aux plus obscurs. Il découvrit, ce qui, à la réflexion, paraît assez logique, que sous des formes diverses, toute la littérature rationaliste proclamait inlassablement le même refrain « Dieu n'existe pas ». Un seul mystère subsistait encore, mais que la science ne tarderait pas à percer, à savoir pourquoi, à l'époque de la bombe atomique, du laser et du rasoir électrique à pile rechargeable, des hommes apparemment intelligents persistent à se bercer d'illusions métaphysiques. Dès lors, la conclusion s'imposait d'elle-même. Premièrement, Dieu est bien placé pour savoir s'il existe ou non. Deuxièmement, Dieu ne saurait mentir. Troisièmement, il révèle par la bouche des athées qu'il n'existe pas. Ergo, les athées ont raison. C'est ainsi que, par la grâce de cette révélation, M. Dupont-Dubois se convertit à l'athéisme. Il a d'ailleurs relaté son aventure spirituelle dans un livre intitulé « Dieu n'existe pas », il me l'a dit lui-même. Je crois savoir cependant que, comme beaucoup d'athées, M. Dupont-Dubois éprouve parfois quelques doutes. C'est qu'en effet, il vient de découvrir qu'il existe aussi des chrétiens qui s'efforcent de vivre leur foi, se dévouent, travaillent et souffrent en silence au service des plus déshérités
et que les querelles théologiques laissent parfaitement indifférent. Alors, lui revient en mémoire l'interrogation de Camus, peut-on être un saint sans Dieu ? Il y avait aussi un petit poème que je trouvais très joli, encore une fois tout petit, encore les fables de la mère Anthèse, qui s'appelle La chicane. Un jour, ayant subi un grave préjudice, Zoé en poursuivit les auteurs en justice. Dédaignant le concours coûteux d'un avocat, seule devant la cour, elle exposa son cas. Hélas, le défenseur de la partie adverse était un beau parleur, expert en controverses et d'arguments spécieux en fallacieux discours. Pour lui, ce fut un jeu d'entortiller la cour. La suite, je présume, se laisse deviner. Le cœur plein d'amertume, Zoé fut déboutée. J'en conclus qu'au palais, clamer la vérité ne suffit point. Seuls les Robinson crus, Zoé. Et pour le dernier texte, je vais revenir au papier, parce qu'il est au moins aussi long que le deuxième. Mais ce qui est impressionnant surtout, c'est qu'il est tout en alexandrin et que c'est un discours qu'il avait prononcé à un groupe en alexandrin, et je trouve que c'est assez remarquable. Et c'est c'est un article sérieux qu'il destinait à ses collègues, j'imagine, où on ne pouvait pas deviner à l'avance qu'il allait s'exprimer de cette façon. Oui, on dirait vraiment que... Enfin, c'est ça, je pense que c'est une note qu'il devait faire passer, ou peut-être qu'il l'a lu à une conférence, je ne sais pas, mais vous en jugerez vous-même. Ça s'appelle « De l'innovation en général et de son financement en particulier » par M. Jacques Laplume, directeur des études. Puisque l'honneur m'échoit d'ouvrir cette séance, je me garderai bien d'user votre patience par l'un de ces discours longs comme un jour sans pain, qu'on subit sans mot dire, en n'en pensant pas moins. Et cela d'autant plus que l'heure post-prandiale me paraît moins propice aux leçons magistrales qu'à la douce torpeur des quiètes digestions. La mode en ce moment est à l'innovation. Partout, on est lucubre à gogo sur ce thème. C'est la question du jour, c'est la tarte à la crème. Nous avions jusqu'ici recruté des chercheurs. Il s'agit maintenant de trouver des trouveurs. Les Français sont futés, mais manquent d'idées neuves qu'ils vont chercher ailleurs. En voulez-vous la preuve ? La preuve, la voici. Qui d'entre vous savait que quand nous importons 1 kilo de brevets, nous n'en exportons pas plus de 320 grammes. Cette disproportion fixe l'ampleur du drame. Or, les temps sont venus où nous devons choisir, et le choix est fort clair. Innover ou périr. Sans esprit d'invention, nos heures sont comptées. Le remède, dit-on, est à notre portée. Il suffit de s'inscrire à la Désymposia, séminaires, journées, congrès, etc., où, sous la direction d'éminents psychologues et des plus prospectifs de nos inventologues, l'homme qui de sa vie n'avait rien inventé peut devenir docteur. Est-ce créativité ? Je reste pour ma part un tantinet sceptique sur les vertus qu'on prête aux ébats synectiques et aux remue-méninges à haute intensité. L'invention sans inventeur reste à inventer. Pour tout dire, l'idée m'en paraît un peu folle, et si l'art d'inventer s'apprenait à l'école, depuis longtemps déjà, je pense on l'aurait su. Mais mon propos n'est point d'ergoter là-dessus. Qui n'a jamais rêvé de rebâtir le monde ? Sur ce thème de choix, les cerveaux se débondent. Il faut faire ceci, il faut changer cela. Utopie ? Non, monsieur. La solution est là. Alors, avec candeur, l'on vous sort une liste d'idées extravagantes et de projets simplistes qui ne résistent pas au premier examen. Fuyez la discussion. Sinon, jusqu'à demain, le pseudo-inventeur qu'aucun échec ne lasse, plus collant qu'un ruban super scotch double face, sourd à vos objections, enfourche son dada. Envoyez-le plutôt à la Sophie Nova. Si, faute d'invention, la routine s'installe, faire fi du réel est une erreur fatale. Quand l'imagination vers le ciel prend son vol, prenons soin de garder les 2 pieds sur le sol.
La créativité jamais ne se dispense du savoir, du métier et de la compétence. Et s'il faut innover, réfléchissons plutôt sur des sujets concrets et non in abstracto. Personne n'est placé, messieurs, mieux que vous-même, pour sentir, détecter et cerner les problèmes qui se posent à vous dans votre profession. Donnez plus libre cours à l'imagination. Couchez sur le papier vos idées mirifiques. Je peux, à l'occasion, jeter un œil critique sur le fruit délirant de vos nuits sans sommeil. Je vous dirai sans phare, à titre de conseil, si votre solution me paraît opportune ou bien si vous venez de découvrir la Lune. Auquel cas, épargnons votre temps et le mien. Je me bornerai donc au cas numéro 1. S'il faut aller plus loin, les vrais soucis commencent. Se pose tout d'abord la question des finances, car le corset rigide des imputations bride les envolées de l'imagination. Ainsi que le disait l'un de nos grands poètes, en fait, je rajoute, mais en fait c'est lui-même, « Que faire sans argent? Rien, excepté des dettes. » Votre premier réflexe est, à n'en point douter, d'appeler au secours la DGRST, le DATAR, le DF, la DAM, un ministère ou quelque autre client à la bourse prospère. Vous les connaissez tous, vous saviez mieux que moi sur qui faire l'honneur d'arrêter votre choix. Cependant, il vous faut concilier les grâces du susdit client et, d'une plume loquace, rédiger note aux contours aguichants. Or, ce travail exige un minimum de temps, et nous voici ramenés à l'éternel problème, car l'heure d'ingénieur, si j'en crois les barèmes, battra tous les records au début de l'an 9, 7 à 8 fois le prix de la livre de bœuf. Ce taux, multiplié par 20, 30 ou 50, représente déjà une somme importante. Si au produit de cette multiplication, l'on prend soin d'ajouter, par sage précaution, quelques provisions pour dépenses imprévues, l'on obtient un total qui, à première vue, risque peu de ravir votre chef d'unité. Évitez de céder à la facilité, celle de recourir à la sollicitude bienveillante de la direction des études, à qui vous demandez l'aumône d'un crédit. On rappelle qu'il était directeur de la direction des études. Je vous rappelle ici ce que j'ai déjà dit. Cette façon d'agir soulève des critiques. Le premier résultat en est mathématique. C'est faire supporter via le KGG les frais dont l'unité répugne à se charger par d'autres unités et filiales du groupe qui se plaignent déjà qu'on sale trop la soupe. Dans quelques cas spéciaux, nous ferons un effort, mais songez donc d'abord à meubler vos temps morts. Vous pourriez, ça et là, gamberger en perruque, sans risquer d'encaisser un grand coup sur la nuque, lorsqu'à la fin du mois, votre chef d'unité épluchera ses taux d'improductivité. Supposons que maintenant, en dépit de vos peines, vous n'ayez pas trouvé le généreux mécène qui, sensible aux attraits de votre séduction, veuille bien si financer le projet en question. Si votre solution paraît vraiment géniale et de ce fait mérite une faveur spéciale, peut-être pourrons-nous en assumer le coût, encore que d'argent, nous n'en ayons pas beaucoup. D'ailleurs, notre budget serait-il moins modeste, plus nous donnons d'argent, et moins il nous en reste. Mieux vaut bon placement que prêt à fonds perdu, qu'il n'y ait sur ce point aucun malentendu. Nous devons réserver au seul projet rentable les crédits limités dont nous sommes comptables. Je ne suis pas payé par l'armée du salut pour servir une rente aux rêveurs farfelus ou soulager le sort d'ingénieur au chômage, moins enclin à chercher du boulot qu'un fromage. Je m'en voudrais, messieurs, d'abuser plus longtemps. Je reste volontiers encore quelques instants pour tenter de répondre à vos questions, mais j'ose vous prier d'accepter que j'y réponde en prose. Et voilà pour la lecture des différents extraits de Jacques Laplume. Moi, je resterai aussi peut-être un peu pour les questions, mais j'y répondrai forcément en prose. Et j'espère que vous me pardonnerez. Alors, est-ce que vous avez des questions? Grand merci à Louis pour cette diction remarquable. Des questions? Ou des témoignages? Oui, merci beaucoup. Déjà, merci pour cette présentation. Et je voulais demander, peut-être que... je suis Antonin, je suis un élève de la 142e promotion.
Voilà. 142, d'accord. Donc maintenant on est en deuxième année. Voilà, et je voulais vous demander si au fur et à mesure de vos recherches, il y avait quelque chose de Jacques Laplume qui ressortait comme une plus grande fierté de découverte scientifique qu'autre chose. S'il y avait quelque chose dont il était particulièrement fier d'avoir participé dedans ou d'avoir Que créé. lui était fier d'avoir fait, c'est ça? Oui, plus qu'autre chose. Ben, le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé de documents où où véritablement il parle de lui-même. Alors, il parle du Pays Basque, il parle de Bardos, il parle de l'histoire de sa famille, mais de sa propre œuvre scientifique, on va dire, je n'ai absolument rien trouvé. Qu'est-ce que tu peux... Moi, j'avais dit tout à l'heure, j'ai l'impression que lui tenait à cœur la liaison hertzienne là, qui avait été faite entre Paris et Lille. Bon, je ne sais pas comment il faut lire en filigrane le bout de la réponse que Olivier a montrée tout à l'heure là pour l'attribution du mérite, puisque visiblement, bon, il a l'air de dire que sa contribution pour la bombe était insignifiante, mais qu'il y avait d'autres choses qui auraient peut-être mérité dans sa trajectoire d'avoir des reconnaissances plus grandes. Donc sans doute qu'il fait référence à des travaux antérieurs. Mais il est vrai que c'est quelque chose qui est un peu secret, quoi. Je ne sais pas. C'était des travaux classifiés. Hein, Non, peut-être pour répondre, donc Marie-Hélène Majolet, je suis donc l'un des enfants, une des filles de Jacques Laplume. C'est vrai que les textes, je les connais, ou ça donne une bonne image donc de papa, et on voit bien, c'est quelqu'un dans ce qu'on voit de lui très modeste pour répondre à est-ce qu'il y a quelque chose qui ressortirait, effectivement sans doute les liaisons Tour Eiffel, enfin tout ça, les liaisons qu'il y a eu sur l'île. Mais il en parlait très peu, hein, ça c'est dans le personnage aussi. En fait, il parlait très peu de son parcours scientifique, de cette extraordinaire capacité qu'il avait à ce niveau-là, à mathématiques. Alors moi j'en suis très très loin et je ne connaissais pas grand-chose et je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'il faisait. Mais c'est effectivement quelqu'un qui au sein de la famille, en tout cas, dans la sphère privée, ne se vantait pas du tout de tout ça. Voilà. Et on le voit, je le connais effectivement beaucoup plus sur son aspect, j'allais presque dire littéraire. Parce que c'est un homme qui aimait écrire, qui beaucoup. Donc voilà, plus sur cet aspect, plus littéraire que mathématique. Mais on voit aussi un petit aspect mathématique dans les énigmes hein, qu'il a publiées. Des petites énigmes où il faut faire vraiment des mathématiques, quoi. Il y avait quelques exemples qu'on pourra montrer peut-être plus tard, ou je ne sais pas si c'est prévu, mais voilà. Non. Bon. Donc voilà, donc on sent bien qu'il était très porté quand même sur les calculs, sur les maths, enfin, sur les petites trouvailles mathématiques. Et peut-être qu'il je sais pas, il vous a incité à faire des sciences, peut-être faire des études, ou pas plus que ça. Ou dans la famille, ouais. Les études, absolument. Oui, les études, c'était impératif. Impératif au sens, oui, il nous a poussé. De toute façon, oui, forcément, les filles, les garçons, voilà, qu'on fasse des études. Après, on a eu absolument le choix chacun de faire les études qu'on souhaitait. Et c'est assez diversifié. Pas spécifiquement d'ingénieur. Il n'y a pas eu d'ingénieur dans la famille. Non, pas spécifiquement. Voilà. Et le poème sur Zoé, c'était à l'occasion de mon diplôme de droit qu'il avait effectivement composé. Voilà, avec tout l'humour. Qui est Zoé alors? Hein? C'est vous? Non, c'était parce qu'à l'époque je ne savais pas encore dans quelle branche du droit j'irais, et donc il s'est amusé à faire quelque chose comme ça sur les avocats et les Robins, voilà. Avec son humour, beaucoup d'humour comme ça. D'accord. Bon, pour les choses dont il peut être. Je suis Claude Rigaud, promo 81, donc très ancien, mais
j'ai été aussi professeur à Télécom Paris. Hein. Jusqu'en 2005. Je ne sais pas si nous sommes... Dans quelle discipline? Réseau. Département réseau. Bon, je pense que ce que vous avez dit sur la quantité de brevets qu'il a déposés, c'est quelque chose dont il pouvait être extrêmement fier. Hein. Oui. Ce n'est pas tous les ingénieurs qui déposent énormément de brevets. Hein. Donc je pense qu'on peut dire ça. Personnellement, je vais faire un petit témoignage. Et vous le connaissiez ou... Non, je ne l'ai pas connu. Mais j'ai eu plusieurs zones de familiarité presque avec lui. D'abord, étant petit, je passais tous les jours pour aller à l'école du Parc des Princes, l'école primaire du Parc des Princes. Je passais, je crois, devant l'endroit où il travaillait, boulevard Murat. Ça devait être boulevard Murat à l'époque. Et plus tard, dans ma carrière, je suis allé rencontrer des ingénieurs dans cet établissement du boulevard Murat, au coin de la rue de l'Estrin et du boulevard Murat. Bon, donc là, travaillait Jacques Laplume. Comment? Là, il travaillait Jacques Laplume. Je pense, oui, oui. Vous pensez? À la Sodetec. À la Sodetec, oui. Alors, bon, ensuite, non seulement j'enseignais en formation initiale, mais j'enseignais aussi en formation continue, beaucoup, avec des élèves qui n'avaient pas nécessairement des moyens mathématiques très, très élevés. Et du coup, comme on disait, j'enseignais un peu avec les mains, quoi. Et la formule de Shannon, j'avais l'habitude d'en donner une démonstration, entre guillemets, une démonstration très physique, qui est assez semblable, finalement. Mais je crois que je la connais. À ce que faisait Jacques Laplume. Voilà. Bon, quelque chose de très simple, mais qui donnait une bonne idée de cette formule. Alors, une autre, il se trouve que j'habite Gif-sur-Yvette également, et donc j'ai essayé, j'avais par ailleurs suivi une conférence que vous aviez faite sur Jacques Laplume, à l'instigation de, je crois, la HTI, ou c'était du côté de l'avenue Kléber, si je me souviens bien. Et donc, suite à cette conférence, j'avais essayé d'intéresser le maire de Gif-sur-Yvette au fait qu'il y avait eu dans sa ville un ingénieur remarquable, un scientifique remarquable, mais j'ai pas eu de succès. Voilà. Voilà, c'est un témoignage que je donne de zone de familiarité que j'ai pu avoir avec Laplume. Merci beaucoup. Merci Claude. Comme le temps a beaucoup passé et qu'on a un petit cocktail derrière pour... voilà, on va juste conclure peut-être. Catherine, tu me laisses dire quelques mots pour remercier. Donc, il y a 2 points. Donc, les remerciements, hein, bien évidemment. Je vais revenir sur Olivier et Patrick à la fin de mon intervention, mais bien évidemment la famille, hein, on a vu tout l'apport que la famille a eu sur la personnalité et pour
comprendre la personnalité de Jacques Laplume. La Société informatique de France et la Société de l'électricité, enfin la SEE, ce sera plus facile à dire, nous ont aidés pour la diffusion et la communication sur cette conférence. Merci bien évidemment à Louis pour sa fantastique prestation, le Club Théâtre, l'association V4A 140, dont le spectacle est du 3 au 8 février. Voilà, hein, ça va être extraordinaire. Si vous avez vu que hein, là, vous êtes combien, 40 ? Voilà, donc ça va être... Merci au club photo des élèves qui sont parmi nous et merci aussi à Fabrice qui fait la captation. La junior entreprise nous a aidé aussi à la diffusion, le bureau des arts aussi. Merci beaucoup à l'école évidemment hein, pour son soutien, pour la salle, etc. Et bien sûr merci beaucoup à la bibliothèque de l'école et à Catherine, la direction technique, hein, Fabrice et Lannes, et puis la direction informatique qui nous a beaucoup aidé. Et en fait, je voulais, et j'espère que je vais pouvoir le faire. Ça peut être cela. En fait, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ce que j'ai fait pendant la conférence, il y a deux choses qui m'ont marqué, c'est ce petit livre, et puis ce que je vous présente ici, c'est une autre élève de la 56e promotion. Et si vous voyez ça, c'est le 10 rue Vauquelin, et je remercie Pascal hein, qui fait ce travail-là avec brio. Et je reviens sur les photos. Je vais vous présenter la photo de promo. Voilà la photo de promo. Et voilà, Simone Seaille, elle est là. Voilà, et Jacques Laplume, il est là. Et Simone Seaille, on s'est intéressé à Simone Seaille parce que vous savez que le SPC est en reconstruction avec un superbe nouveau bâtiment et il va y avoir une phase 2 du projet immobilier. 23 personnes étaient honorées par leur nom dans les bâtiments de l'école et la moitié étaient des alumni. Et bien évidemment, ces hommages ont disparu. Et donc la question de la reconstruction de ces hommages dans les futurs bâtiments se pose. Et justement, c'est très important. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous remercier d'avoir ces personnages, ces anciens élèves qui réexistent, qui sont réhabilités comme ça, parce que la question justement de la dénomination des futurs espaces se pose. Et Simone Seaille, malheureusement, n'a pas vécu aussi longtemps que Jacques Laplume, puisqu'elle s'est engagée très tôt dans la résistance, dès le début de la guerre. Et elle est malheureusement morte à Theresienstadt en 1945. Et c'est ça qui m'y a fait penser, en fait. C'est parce qu'il y a un livre sur Simone Seaille, bon, je n'ai pas le temps de vous montrer tout ça, mais il y a un livre sur Simone Seaille qui décrit tout ça. Voilà, donc d'une camarade de Jacques Laplume. Et dans ce livre, il y a des témoignages de Robert Potier. Robert Potier qui est... Et en fait... qui a publié ce livre avec Jacques Laplume, des témoignages sur Simone et sur sa conviction, etc. Et ce qui est extraordinaire dans, je dirais, les 10 dernières années qu'on a connues du fait justement des recherches qu'on fait, c'est que ces anciens élèves, nos camarades, prennent de l'épaisseur, de l'humanité, et ça c'est absolument extraordinaire. On voit ce lien, vous voyez, Robert Potier a publié avec Jacques Laplume et il témoigne sur Simone Seaille qui est sur la même photo de promotion, et puis il y a un autre personnage sur Raymond Dodel aussi. Voilà. Et ça c'est vraiment, vraiment extraordinaire, c'est ce qu'on vit en ce moment, et je voulais vous remercier véritablement parce qu'on a bien vu qu'il y avait une partie scientifique, mais il y avait aussi ce personnage qui avait d'autres compétences, d'autres qualités, d'autres talents, et qui a fait revivre Louis ce soir. Et c'est ça vraiment qui est vraiment extraordinaire pour nous, en tant que président de l'association des anciens élèves, c'est un bonheur. Voilà, merci. Raymond Dodel a été membre correspondant de l'Académie des sciences, ancien élève de l'école aussi, mais également de Broglie, et le fondateur du Centre de mécanique ondulatoire appliquée, où j'ai fait mon DEA d'ailleurs, en physique théorique moléculaire. Donc c'était un scientifique reconnu de la Faculté des sciences de Paris. Voilà. Merci. Merci. Je voudrais aussi vous remercier, Monsieur Rioux, de tout le travail que vous avez fait sur papa.
j'étais déjà très très fière de lui, mais je suis encore plus sur des aspects, encore une fois, dont il ne parlait pas. Et je trouve ça extraordinaire, merci. Et, Merci à vous. non, ben non, vraiment. Et je pense qu'il a une certaine reconnaissance qu'il mérite et qui était sans doute. Il a vécu, comme il disait, avec modestie, sans aller chercher les honneurs qu'il méritait sans doute sur tout un tas de points. Donc merci beaucoup, au nom de toute la famille, vraiment extraordinaire. Merci. C'est gentil, merci. Merci à vous d'être venus. Merci. Merci à tous. Merci Sylvain, merci à Catherine pour cette organisation. Catherine, ça fait longtemps qu'on est en contact et qu'on voulait faire cette soirée. On était en contact dès 2016 pour avoir quelques informations sur Jacques Laplume. C'est Étienne Guillon qui nous avait mis en contact. J'avais dit, mais il y a ce monsieur-là qui a fait quelque chose sur Laplume, Jacques Laplume. Et là, c'est en sens inverse, c'est vous qui nous apportez des archives. Merci beaucoup. Mais l'histoire, c'est ça qu'il faut voir. L'histoire se redécouvre, en fait, elle se réécrit au fur et à mesure. Et ce cycle de conférences qu'on a fait cette année, avec la première conférence sur Alice Recoq, c'était encore une autre ancienne élève, une personne qu'on ne connaissait pas, en fait, et qu'elle sort un peu de l'ombre grâce à nos conférenciers. Je pense aussi à quelle était l'ambiance de l'école à cette époque, parce qu'on peut se dire, oui, après tout, physique-chimie, ils devraient faire la physique et la chimie. Pourquoi on trouve des gens qui ont fait l'informatique, etc. Il y avait à cette époque, moi je regardais un petit peu qui étaient les profs, qui étaient les enseignants, et en physique, il y avait un certain Marcel Tournier, dont on a parlé les années précédentes, qui était beaucoup dans la radiotechnique, l'électronique et tout ça. Il y avait André Langevin qui avait aussi mis le doigt dans la télévision sans qu'on sache vraiment ce qu'il a fait, hein, parce qu'il n'y a pas eu de recherche, d'études sur lui. Et voilà. Et puis en maths, ce qui est peu connu, il avait quand même Élie Cartan. Élie Cartan qui enseignait la mécanique rationnelle. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un lien direct ou pas? Ça, c'est très difficile à dire. Mais voilà. Alors, je ne sais pas si on ne pouvait pas trouver des archives chez Thalès. Je n'ai aucune idée si Thalès a conservé d'archives. On pourrait trouver encore des choses. En tout cas, merci à vous tous et merci à nos conférenciers d'être présents. Merci beaucoup, Louis, de ta présentation qui a fait revivre Jacques Laplume, sa personnalité.